Depuis plus de 70 ans, l'Afrique exporte son cacao sans jamais capter la valeur qu'il crée réellement, puis un simple plus 20% annoncé en novembre a suffi à faire vaciller l'équilibre mondial. Ce contraste brutal révèle une faille profonde. Quand un chiffre si modeste peut renverser un marché centenaire, c'est que la structure elle-même était prête à céder. Que signifie alors pour nous, consommateurs et observateurs, le choix d'Ibrahim Traoré de redéfinir la base de cette économie mondiale, un basculement soudain, mais chargé d'un passé longtemps tu. La décision de fixer un prix plancher pour le cacao n'est pas une simple mesure technique, elle redéfinit le terrain sur lequel se joue l'un des marchés agricoles les plus stratégiques du monde. En élevant de 20% le seuil minimal, les pays producteurs affirment que l'Afrique ne sera plus seulement un maillon subalterne dans la chaîne de valeur, mais un espace capable de reprendre la main sur ses propres ressources. Pour vous, observateurs, analystes ou simples consommateurs, l'enjeu est clair. Comprendre comment une initiative née au Burkina Faso peut modifier les flux, les marges et les rapports de force au niveau international. Ce récit vous dévoilera non seulement les mécanismes ayant permis à ce changement d'émerger, mais aussi les risques qu'il implique, la possibilité d'une tension entre producteurs et industrie, la réaction des marchés européens ou encore les ajustements des multinationales. Il s'agit également de saisir les bénéfices, une redistribution plus juste, une stabilité accrue pour les communautés rurales et l'apparition d'un modèle qui pourrait inspirer d'autres secteurs. Un micro-décalage dans la valeur peut-il vraiment réaligner un système mondial entier ? Une révélation discrète mais déterminante est apparue en novembre. 3 pays, représentant plus de 60% du cacao mondial, ont appliqué simultanément un prix plancher. Ce geste coordonné, assorti d'une hausse de 20%, a suffi à briser une inertie commerciale vieille de plusieurs décennies. Ces deux données, modestes en apparence, constituent pourtant la clé du basculement. Pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique ne répondait plus au marché, elle en fixait les règles. Pendant plus de 70 ans, la filière cacao a été le miroir d'un déséquilibre constant. Les multinationales décidaient des prix, anticipaient les variations, sécurisaient les marges, tandis que les producteurs, eux, opéraient dans un environnement où l'instabilité était devenue la norme. Les communautés rurales dépendaient d'une matière première qu'elles ne contrôlaient pas, incapables d'investir dans des infrastructures, incapables de planifier au-delà d'une saison, incapables d'accéder à une valeur que leurs terres généraient pourtant massivement. L'architecture commerciale, façonnée dans l'ombre des anciennes structures coloniales, poursuivait son cours. L'essentiel de la richesse partait vers les acheteurs internationaux. Le mini-reveal éclaire ainsi la réponse à la question ouverte en P1. Si un ajustement tarifaire de 20% peut produire un choc mondial, c'est parce que le système était construit sur un déséquilibre si profond qu'il suffisait d'un mouvement collectif pour en exposer la fragilité. Et c'est précisément ce que l'initiative d'Ibrahim Traoré a cristallisé. Son rôle n'a pas été seulement symbolique, il a servi de moteur politique pour faire converger le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire autour d'un objectif commun. Sortir du statut de simple fournisseur de matières premières. Ce nouveau cadre crée un renversement logique. En fixant un prix minimum, les pays producteurs introduisent une cohérence interne qui avait longtemps fait défaut. Ils transforment une chaîne de valeur mondialisée en un espace où leur voix devient structurante. Le monde, lui, découvre qu'un marché qu'il croyait immuable dépendait en réalité d'acteurs longtemps laissés à l'écart. Dans les villages cacaoyers, la réforme n'a pas été comprise à travers les chiffres, mais à travers des gestes quotidiens, souvent minuscules, mais lourds de sens. À Kénédougou, une productrice raconte qu'avant la mise en place du prix plancher, chaque récolte commençait par une inquiétude. Combien les acheteurs allaient-ils imposer cette fois-ci, et combien de semaines faudrait-il patienter pour pouvoir régler les dettes d'engrais ? 3 mois après la hausse de 20%, elle a pu réparer la toiture de son séchoir, un investissement pourtant reporté pendant des années. Cette modification, modeste sur le papier, a immédiatement amélioré la qualité du grain et la stabilité de son activité. Un autre témoignage provient d'un groupement de jeunes cultivateurs près de Bobo-Dioulasso. Pour eux, la réforme n'a pas seulement augmenté les revenus, elle a créé un horizon. L'un d'eux explique
qu'avec un prix plus prévisible, ils peuvent désormais mettre en commun une partie des gains pour acheter une petite décortiqueuse locale. Jusque-là, toute transformation devait passer par des intermédiaires, ce qui réduisait encore leur marge. La perspective d'effectuer une première étape de traitement sur place change entièrement leur rapport au marché. Ils ne se voient plus comme des vendeurs isolés, mais comme un collectif capable d'avancer. Ces deux cas, différents mais complémentaires, montrent comment un ajustement tarifaire peut devenir un levier social. Lorsque le revenu cesse de fluctuer brutalement, les familles peuvent planifier, regrouper les efforts et envisager une progression que le système précédent n'autorisait presque jamais. En somme, la stabilité crée du possible. Avant le 1er novembre 2025, la filière cacao suivait un schéma connu. Prix imposé, marge concentrée, producteur réduit à l'attente. Après cette date, tout a changé. Le passage du subir au décider marque le début réel de la séquence que personne n'avait anticipée et que l'initiative d'Ibrahim Traoré a cristallisée avec une clarté politique rare. L'activation commence par une annonce sèche, un prix plancher relevé de 20%, appliqué immédiatement, sans période d'adaptation et avec une coordination tripartite entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les marchés à terme, habitués à absorber les signaux de façon graduelle, réagissent en moins de 24 heures. Les premières courbes de volatilité montrent un écart brutal, révélant l'incapacité des acteurs habituels à intégrer un geste que beaucoup croyaient impossible. Ce glissement instantané met en lumière le premier nœud de la séquence. Les acheteurs internationaux découvrent que les pays producteurs ne se contentent plus d'ajuster, mais de fixer. Le climax survient quelques jours plus tard. Les industriels européens convoquent des réunions d'urgence, chacun cherchant à déterminer comment absorber l'augmentation. Les équipes d'approvisionnement tentent d'évaluer la durée potentielle du mouvement. Des mémos internes, relayés dans les milieux financiers, évoquent une hausse du prix final du chocolat entre 5 et 8%. Les analystes parlent de choc structurel. Ce vocabulaire n'apparaissait plus dans les discussions cacao depuis une génération. La tension s'accroît lorsque les multinationales demandent des renégociations immédiates, redoutant un effet domino. C'est là que les trois États producteurs, soutenant discrètement la ligne impulsée par Ibrahim Traoré, refusent toute concession en cascade. Leur position est simple. Le tarif minimum n'est pas un instrument de pression, mais une correction historique. Après le sommet de la tension, les aftershocks se déploient par cercles concentriques. Les premières semaines voient apparaître des tentatives de contournement. Certains acheteurs explorent le Brésil et la Malaisie, espérant retrouver un approvisionnement moins cher. Mais la qualité diffère, les volumes ne suffisent pas, et surtout le marché découvre que le cœur de la production mondiale reste concentré dans la zone qui applique le prix plancher. Une évidence souvent ignorée s'impose, on ne remplace pas du jour au lendemain l'origine qui assure plus de 60% du cacao mondial. Dans les filières locales africaines, les répliques prennent une autre forme. Les coopératives se réorganisent. Les groupements villageois commencent à revoir leurs plans d'investissement. Les projets de transformation locale, restés longtemps dans les cartons faute de marge, reviennent sur la table. Ce nouveau contexte agit comme un révélateur. Une hausse de 20% n'est pas seulement un gain, c'est un transfert de pouvoir. Le récit change de main. Sur la scène diplomatique, la secousse est également palpable. Certains gouvernements européens demandent des explications. D'autres évoquent le risque de voir le modèle s'étendre à d'autres matières premières africaines. Le débat se déplace vite. Ce n'est plus seulement un dossier agricole, mais un dossier géopolitique. La question s'installe dans les institutions internationales. Et derrière cette recomposition, une constante se détache. La logique impulsée par Ibrahim Traoré agit comme une boussole permettant au bloc producteur de rester aligné malgré les pressions. L'ensemble de cette séquence montre clairement comment un geste présenté comme local a provoqué un mouvement d'ampleur globale. Avant, les pays producteurs attendaient. Après, ils fixent la règle. La force de la réforme repose sur 3 chiffres clés qui, mis bout à bout, éclairent un déplacement structurel rarement observé dans une filière agricole mondiale. Le premier chiffre fonctionne comme le point de départ. Avant l'instauration du prix plancher, le revenu mensuel moyen d'un producteur de cacao restait inférieur à 85 $. Ce niveau largement insuffisant pour couvrir les besoins essentiels
traduisait une précarité systémique. C'est un revenu incapable d'assurer la stabilité familiale sur une année complète, ce qui explique pourquoi les communautés rurales vivaient dans un cycle d'incertitude perpétuelle. Le deuxième chiffre apparaît immédiatement après la mise en œuvre de la hausse de 20%. Le revenu agricole moyen progresse d'environ 18% en 3 mois. Cet écart rapide constitue le delta le plus significatif observé dans la filière depuis des décennies. Cette progression montre qu'un simple ajustement tarifaire peut briser les mécanismes qui maintenaient les producteurs dans des marges écrasées, révélant le pouvoir réel d'une correction de prix maîtrisée par les pays d'origine. Le troisième chiffre décrit un effet que peu d'observateurs avaient anticipé. Plus de 4000 emplois ont été créés dans les régions productrices grâce au développement d'unités locales de transformation. Cette hausse traduit un élargissement du champ économique. Ces emplois prouvent que l'amélioration du prix ne se limite pas aux revenus des cultivateurs, mais stimule une chaîne entière d'activités nouvelles, donnant de la profondeur à la réforme au-delà du simple cadre agricole. Ces trois données, si distinctes soient-elles, convergent vers un même enseignement. Lorsque la base tarifaire change, la structure de l'économie locale s'ajuste en conséquence. Avant, le système se contentait d'absorber la matière première tout en écrasant la valeur en amont. Après, il devient possible de retenir une partie de cette valeur à l'intérieur même des territoires où le cacao est cultivé. Ce mécanisme de rétention interne permet aux producteurs de passer d'un cycle de survie à une capacité de projection réelle. Ils ne réagissent plus aux aléas des marchés mondiaux. Ils construisent désormais leur propre perspective. Le lien avec la logique impulsée par Ibrahim Traoré apparaît ici comme une pièce maîtresse. Son initiative ne reposait pas sur l'espoir, mais sur la conviction que la coordination entre pays producteurs pouvait créer un levier économique inédit. En structurant le prix plancher autour d'un accord régional, il a transformé une décision nationale en mouvement collectif. Cette articulation régie par une commande locale a généré les deltas observés dans les chiffres, confirmant qu'une action politique peut remodeler la distribution des bénéfices dans une filière mondialisée. Enfin, ces preuves quantitatives démontrent que la réforme touche à la fois le revenu, la structure productive et l'organisation locale. Une hausse de 20% n'est donc pas un geste isolé, mais le déclencheur d'une réécriture économique. Les producteurs gagnent en stabilité, les unités locales gagnent en importance, et les pays producteurs unis derrière cette transition affirment une souveraineté économique longtemps considérée comme hors de portée. Pour évaluer solidement la réforme du prix plancher, il faut d'abord exposer les critiques les plus structurées, celles qui interrogent réellement la viabilité du modèle. Le premier argument avancé par plusieurs économistes occidentaux repose sur une mécanique classique. Une hausse du prix du cacao pourrait entraîner une diminution de la demande internationale. Selon cette lecture, les consommateurs européens, déjà sensibles aux fluctuations, pourraient réduire leurs achats de produits chocolatés si les prix augmentent de 5 à 8%. L'Afrique risquerait alors de perdre une partie de sa compétitivité face à des producteurs extérieurs, notamment le Brésil ou la Malaisie, dont les coûts demeurent inférieurs et les filières moins réglementées. Pour ces analystes, une intervention tarifaire trop nette créerait, à moyen terme, un désavantage structurel pour les pays africains. Le deuxième argument, plus interne, s'intéresse aux distorsions de marché que pourrait engendrer un prix plancher. Certains observateurs craignent que la sécurisation d'un seuil garanti n'encourage une surproduction artificielle. Dans ce scénario, les volumes pourraient excéder la demande réelle, forçant les États à gérer des excédents difficiles à écouler ou à supporter une pression croissante des producteurs réclamant des débouchés. Ce risque, aggravé par l'absence d'infrastructures de transformation suffisantes, pourrait fragiliser l'équilibre économique local et créer de nouvelles tensions sociales. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, mais les faits issus des premiers mois de mise en œuvre proposent une lecture différente. La coordination entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire limite précisément le risque d'isolement. En contrôlant ensemble plus de 60% du cacao mondial, ces pays disposent d'un poids que les producteurs extérieurs ne peuvent aisément compenser. Les tentatives européennes de diversification n'ont pas permis de remplacer la qualité et le volume fournis par l'Afrique de l'Ouest.
De plus, l'augmentation rapide de 18% du revenu agricole moyen et la création de plus de 4000 emplois locaux montrent que l'ajustement profite d'abord au tissu économique interne plutôt qu'à une dynamique spéculative. En somme, les objections existent, mais les données indiquent que la réforme repose sur une consolidation structurelle, non sur une dérive incontrôlée. Pour évaluer solidement la réforme du prix plancher, il faut d'abord exposer les critiques les plus structurées, celles qui interrogent réellement la viabilité du modèle. Le premier argument avancé par plusieurs économistes occidentaux repose sur une mécanique classique. Une hausse du prix du cacao pourrait entraîner une diminution de la demande internationale. Selon cette lecture, les consommateurs européens, déjà sensibles aux fluctuations, pourraient réduire leurs achats de produits chocolatés si les prix augmentent de 5 à 8%. L'Afrique risquerait alors de perdre une partie de sa compétitivité face à des producteurs extérieurs, notamment le Brésil ou la Malaisie, dont les coûts demeurent inférieurs et les filières moins réglementées. Pour ces analystes, une intervention tarifaire trop nette créerait à moyen terme un désavantage structurel pour les pays africains. Le deuxième argument, plus interne, s'intéresse aux distorsions de marché que pourrait engendrer un prix plancher. Certains observateurs craignent que la sécurisation d'un seuil garanti n'encourage une surproduction artificielle. Dans ce scénario, les volumes pourraient excéder la demande réelle, forçant les États à gérer des excédents difficiles à écouler ou à supporter une pression croissante des producteurs réclamant des débouchés. Ce risque, aggravé par l'absence d'infrastructures de transformation suffisantes, pourrait fragiliser l'équilibre économique local et créer de nouvelles tensions sociales. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Mais les faits issus des premiers mois de mise en œuvre proposent une lecture différente. La coordination entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire limite précisément le risque d'isolement. En contrôlant ensemble plus de 60% du cacao mondial, ces pays disposent d'un poids que les producteurs extérieurs ne peuvent aisément compenser. Les tentatives européennes de diversification n'ont pas permis de remplacer la qualité et le volume fournis par l'Afrique de l'Ouest. De plus, l'augmentation rapide de 18% du revenu agricole moyen et la création de plus de 4000 emplois locaux montrent que l'ajustement profite d'abord au tissu économique interne plutôt qu'à une dynamique spéculative. En somme, les objections existent, mais les données indiquent que la réforme repose sur une consolidation structurelle, non sur une dérive incontrôlée. Les effets tangibles de la réforme se manifestent selon 4 axes distincts qui, mis ensemble, composent une transformation profonde de la filière cacao. 1. Pour les producteurs, NN. La hausse de 20% du prix plancher a reconfiguré leur quotidien plus vite que prévu. Les revenus, longtemps imprévisibles, deviennent plus réguliers, permettant aux familles d'envoyer plus facilement leurs enfants à l'école et de planifier leurs dépenses agricoles. Dans plusieurs régions, l'accès aux engrais s'est amélioré, car les cultivateurs peuvent désormais acheter en début de saison plutôt qu'au compte-gouttes. Cette stabilité, nouvelle pour beaucoup, remplace un cycle d'endettement répété par une capacité réelle à anticiper les récoltes. 2. Pour les entreprises du secteur DN. Les industriels européens ont été contraints de renégocier leurs contrats d'approvisionnement. La hausse attendue de 5 à 8% du prix du chocolat redistribue les marges internes. Certaines entreprises ont envisagé de diversifier leurs sources en direction du Brésil ou de la Malaisie, mais leur capacité ne couvre ni la qualité ni les volumes fournis par la région ouest africaine. Cette réalité rappelle que les chaînes de valeur, souvent présentées comme flexibles, possèdent des rigidités structurelles que la réforme a rendues visibles. Les stratégies d'achat doivent désormais intégrer un nouvel acteur, le bloc producteur coordonné. 3. Pour les consommateurs, ND. En Europe et en Amérique du Nord, les hausses de prix ont suscité des débats sur l'éthique et la transparence des chaînes d'approvisionnement. Certains consommateurs, confrontés à la variation du coût des produits chocolatés, s'interrogent sur les conditions de production. Pour une partie d'entre eux, acheter du chocolat devient un acte social. Soutenir une réforme qui redistribue enfin une part de la valeur vers les producteurs africains. Les organisations de défense du commerce équitable utilisent cette
évolution pour inciter à une meilleure information sur les origines. 4. Sur la scène géopolitique, KV. La décision commune du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire crée un précédent. Elle montre que 3 pays, lorsqu'ils partagent une vision, peuvent influencer un marché mondial entier. Certains gouvernements européens craignent désormais une extension du modèle à d'autres matières premières africaines. D'autres y voient une opportunité de repenser les partenariats commerciaux. C'est ici que l'effet de convergence impulsé par Ibrahim Traoré se révèle pleinement. La coordination devient une ressource stratégique, et la réponse à la question ouverte en P8 apparaît clairement, oui, un modèle fondé sur la souveraineté tarifaire peut se propager si les pays africains maintiennent pas leur unité. En croisant ces 4 niveaux, on comprend que la réforme dépasse la seule logique économique, elle transforme une chaîne de valeur, un rapport de force et une vision. Les prochains mois détermineront si la réforme du cacao s'installe durablement ou si elle demeure un sursaut fragile. 3 trajectoires possibles se dessinent, chacune dépendant de facteurs déjà visibles dans les réactions des marchés, des gouvernements et des filières locales. Scénario 1, la continuité stable, base case. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire maintiennent leur coordination tarifaire sans fissure majeure. Les capacités locales de transformation progressent lentement mais régulièrement, soutenues par les premiers revenus additionnels. Les coopératives renforcent leur structure, ce qui permet aux producteurs d'accéder à de meilleurs équipements et d'améliorer la qualité des récoltes. Sur les marchés internationaux, les tensions s'apaisent progressivement. Les industriels, après une période d'ajustement, intègrent le prix plancher dans leur modèle. Le secteur avance, non sans frottement, mais dans une dynamique d'équilibre. Scénario 2. La réaction défavorable du marché. Worst case partiel. Ici, les pressions européennes s'intensifient. Les grandes entreprises cherchent plus activement des alternatives, provoquant une contraction temporaire de la demande africaine. Les discussions diplomatiques deviennent plus serrées, parfois tendues, avec des propositions de renégociation. Sur le terrain, certaines communautés ressentent un ralentissement des gains. La hausse du revenu demeure, mais les perspectives d'investissement se fragilisent. Ce scénario n'effondre pas la réforme, mais ralentit son impact et complique sa portée géopolitique. Scénario 3, la pression interne, worst case profonde. Dans cette version, des fragilités structurelles émergent. Insuffisance des infrastructures de transformation, inégalité régionale dans l'accès aux revenus supplémentaires, capacité administrative limitée. La surproduction devient un risque si les volumes excèdent les capacités de stockage ou d'exportation. Les frustrations locales pourraient s'exprimer, mettant à l'épreuve la cohésion entre États producteurs. Ce scénario ne remet pas en cause l'idée du prix plancher, mais montre ses limites lorsqu'il n'est pas accompagné d'investissements rapides. Recommandation de pensée. Plutôt que de considérer ces 3 scénarios comme des fins exclusives, il est utile d'y voir des forces concurrentes que les pays africains devront équilibrer simultanément. Si la coordination demeure solide et si les investissements locaux suivent le rythme du changement tarifaire, alors la réforme pourra se maintenir même sous pression. L'enjeu n'est pas d'éviter les tensions, mais de les organiser afin de préserver un pouvoir économique nouvellement conquis. Si la réforme du cacao semble lointaine pour certains, ses effets touchent pourtant des réalités qui concernent directement 3 groupes de publics. Ceux qui vivent dans les pays producteurs, ceux qui consomment au quotidien des produits chocolatés et ceux qui observent l'évolution des modèles économiques mondiaux. Pour les communautés africaines, ce changement redéfinit leur rapport au temps. Là où les familles vivaient autrefois au rythme des fluctuations des marchés, elles peuvent désormais planifier avec davantage de certitude. Les dépenses de santé, d'éducation ou d'entretien agricole ne dépendent plus uniquement de la volatilité internationale. Cette progression, encore fragile, devient un marqueur concret d'une forme de reprise de contrôle. Pour les consommateurs européens et nord-américains, l'impact se traduit par une prise de conscience. Lorsque le prix d'une tablette augmente légèrement, la question de l'origine et des conditions de production revient au premier plan. Cette réflexion n'est plus réservée aux amateurs de commerce équitable. Elle s'étend vers un public plus large, qui réalise que la valeur réelle d'un produit dépend aussi de la justice économique accordée à ceux qui le produisent. Un simple achat
peut désormais être perçu comme un choix informé et non comme un réflexe. Pour ceux qui suivent l'actualité économique, la réforme constitue un laboratoire. Elle interroge notre compréhension des chaînes d'approvisionnement et montre que des secteurs considérés comme immuables peuvent changer lorsque les pays producteurs coordonnent leur stratégie. Elle rappelle également que la souveraineté économique, souvent évoquée comme un concept abstrait, prend forme dès lors que des États décident ensemble de fixer leurs propres règles. Dans chacun de ces cas, la réforme invite à regarder au-delà du chocolat pour comprendre ce qu'une redistribution de valeur peut signifier pour les économies et pour les individus. Pour que la dynamique enclenchée survive aux tensions identifiées dans les scénarios précédents, une trajectoire méthodique doit être suivie. Elle ne repose pas uniquement sur des ambitions politiques, mais sur des actions mesurables et coordonnées. L'initiative d'Ibrahim Traoré a servi d'étincelle. Sa consolidation dépend désormais d'un mouvement collectif capable de transformer l'impulsion initiale en architecture durable. Étape 1. Accélérer la transformation locale. Les 3 pays producteurs doivent poursuivre la mise en place d'unités de traitement du cacao. L'objectif est simple, retenir une part plus large de la valeur dans les territoires d'origine. Cette avancée se mesure au nombre d'emplois créés, à la montée en capacité des ateliers existants et à la proportion de produits semi-transformés exportés. Étape 2. Former les producteurs aux pratiques durables. Une réforme tarifaire ne suffit pas sans amélioration technique. Des programmes de formation doivent être déployés dès la prochaine saison agricole. Gestion des sols, optimisation des récoltes, réduction de la dépendance aux intrants coûteux. Le critère de réussite repose sur l'amélioration de la qualité du cacao et sur la stabilité des rendements. Étape 3. Renforcer la diplomatie commerciale. Pour résister aux pressions extérieures, les 3 États doivent parler d'une seule voix. La cohésion régionale représente l'axe stratégique central. Le progrès se mesure à la capacité du bloc à défendre le prix plancher dans les négociations internationales sans concession qui affaiblirait la réforme. Étape 4. Stabiliser durablement les revenus ruraux. Des mécanismes de suivi doivent vérifier que la hausse de 20% profite réellement aux familles agricoles. L'évaluation porte sur l'accès accru à l'éducation, aux services de santé et à l'investissement agricole dans les communautés. Cette feuille de route referme la question ouverte en P10. La durabilité du modèle dépendra moins de la pression extérieure que de la capacité des pays africains à coordonner, investir et surveiller ensemble le chemin parcouru. Dans les villages cacaoyers, là où la réforme a d'abord été ressentie à travers des gestes simples, une toiture réparée, une décortiqueuse enfin accessible, s'esquisse aujourd'hui une autre forme de récit. Ces détails du quotidien, presque invisibles, deviennent les marqueurs d'un changement bien plus vaste que ce que les chiffres eux-mêmes laissent paraître. Ils rappellent que chaque transformation économique commence toujours par un acte minuscule, accompli par quelqu'un qui n'avait jusque-là que très peu de marge pour avancer.